Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous nos membres et à toutes les personnes qui s'intéressent à la vie, à l'écosystème de notre pôle de compétitivité. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre traditionnelle Semaine des champions. Et cette année particulièrement, on a un palmarès de champions vraiment très intéressant. Juste pour rappel, le programme champion, c'est donc tous les ans, on désigne un certain nombre de champions. On a un jury qui est composé de membres du pôle. Je salue Fadwa Sub, qui est la présidente de ce jury et qui anime le fonds Sovereignty. Cette année, le jury avait particulièrement travaillé 3 thèmes. Le premier, de l'innovation sur des technologies qui sont déjà présentes en France, sur une surcouche d'innovation, une approche décarbonation et surtout aussi une dimension hardware. On est beaucoup sur le software, mais il y avait un intérêt à travailler sur des champions qui soient aussi sur le hardware, qui soient aussi sur la dynamique de réindustrialisation. Et pour le coup, on a 4 champions qui sont vraiment dans ces cordes. Et particulièrement aujourd'hui, notre champion que nous présentons aujourd'hui, Narea, qui est vraiment sur toute cette dynamique. Alors, je vais juste faire un petit rappel des principes, juste pour vous dire que on a 4 webinaires. Un webinaire qui a eu lieu hier, Cyberl, aujourd'hui Narea, et 2 autres demain, qui seront Ecomesure et Accenta, que je vous invite à suivre. Dans le chat, vous allez voir la possibilité de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit pour ceux de demain et d'après-demain. Petit rappel pratique. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de la présentation et n'hésitez pas. Et en fin de présentation, je reprendrai toutes vos questions et nos intervenants y répondront bien volontiers. Alors, nous allons passer tout de suite à la présentation de notre champion que je félicite une nouvelle fois. Je félicite les équipes de Narea. Comme je vous disais, le fait qu'ils aient été désignés champions, c'est sur 2. Le jury a particulièrement apprécié 2 approches. La première, c'est une vraie approche ingénieuse. Le fait d'être sur un micro-générateur qui en plus a la capacité d'aller traiter le problème du recyclage des déchets nucléaires, ça, pour le coup, c'est une vraie révolution et ça apporte une nouvelle dimension sur l'historique nucléaire et les inquiétudes que les gens pouvaient avoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une approche du nucléaire décentralisée. Déjà, Narea se propose comme une offre de fourniture d'énergie, c'est-à-dire qu'il a intégré toute la chaîne, qu'il est en mesure de directement proposer de l'énergie et surtout de la proposer de manière décentralisée. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une centrale avec des pylônes qui traversent tout le pays. Non, le générateur va aller au contact des sites industriels, au contact des besoins et va pouvoir être mobile. Et ça, ces 2 points, c'est vraiment des révolutions. Et puis, un point qui a vraiment séduit le jury, c'est la dynamique d'équipe. À la fois des fondateurs expérimentés, à la fois des équipes qui associent plusieurs générations. Et ça, c'est un modèle à la française, comme on aime bien se le rappeler entre nous, d'associer vraiment un historique. L'historique du nucléaire en France, il n'est pas à démontrer, il a toujours été très présent. Mais là, en plus, il est sublimé par une nouvelle génération avec des anciens qui ont été rappelés et en intégrant toutes ces 2 approches ingénieuses dont je vous ai parlé. Donc, bravo aux équipes de Narea pour ce titre de champion du pôle. C'est une grande fierté pour nous. Et voilà, maintenant, je vais laisser la place à l'équipe. David, Maurice, Louis et David. La balle est à vous. Merci par avance pour votre présentation et pour les questions. On vous entend. Vous m'entendez? Très bien. Vas-y. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé. Alors, je vais partager mon écran, comme ça on va voir. Impeccable. Hop. Alors, est-ce qu'on voit notre écran? C'est parfait. C'est super, c'est bon? Merci Christian. Bon, Christian, j'ai plus grand chose à faire. Vous avez présenté Narea dans son intégralité.
C'est parfait comme introduction. Alors moi, je vais revenir tout d'abord sur d'où vient Narea, et puis après, on va intervenir à plusieurs, comme vous l'avez très bien expliqué. Narea, c'est à l'origine, est arrivé en 2020 d'une idée d'un constat qui a été fait par Jean-Luc Alexandre et Ivan Gavrilov, qui sont les deux cofondateurs, qui sont au centre de l'écran ici. Et en fait, notre constat était assez simple, c'est de dire que tout est énergie. Si aujourd'hui on peut se retrouver, c'est parce qu'il y a l'énergie. Si on se lève le matin, c'est parce qu'il y a l'énergie. Si on peut aller travailler, c'est parce qu'il y a l'énergie. Et même le fait, moi, de bouger, c'est parce que j'ai de l'énergie et que j'utilise de l'énergie. Très rapidement, le constat que tout est énergie nous a permis de nous dire que les fameux 17 objectifs de développement durable qui avaient été fixés par la COP21, qui souvent sont estimés comme inatteignables, et bien en fait, si on avait une énergie abondante, décarbonée, qui soit disponible au plus proche des utilisateurs, ben en fait, en réalité, on pouvait atteindre ces objectifs et ils étaient tout à fait atteignables. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais quand on regarde, ben, l'énergie, c'est quoi? C'est un problème majeur parce que c'est aujourd'hui 73% des émissions de CO2. Donc, ça contribue très fortement à un problème de carbonation, en tout cas d'environnement sur la planète. Ces 73% d'émissions de CO2, ben, effectivement, les industriels cherchent à les gérer, à se décarboner, et du coup, ils ont émis un certain nombre de feuilles de route de décarbonation. Et ces feuilles de route, elles passent souvent très souvent même, par l'électricité. Alors, on s'est posé la question de comment aller croître la demande d'électricité ou la demande mondiale d'ici à 2050. Alors, il ne faut pas trop s'arrêter sur les pétawattheures, c'est-à-dire les milliards de mégawattheures. Mais Louis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que nous, on a constaté en termes de croissance d'ici à 2050, en termes de demande? Oui, effectivement, à Narea, on a fait nos propres scénarios dérivés d'un certain nombre de scénarios qui existent au niveau mondial et on s'est concentré donc sur l'électricité et sur le monde. On a pris la consommation mondiale d'électricité en 2020, 30 pétawattheures, et on y a incrémenté un certain nombre de catégories, donc la croissance démographique d'ici 2050, notamment en Afrique, la croissance digitale, évidemment, et surtout la transition énergétique. Donc la transition énergétique, c'est prendre des usages qui sont aujourd'hui notamment thermiques via les énergies fossiles et les électrifier pour gagner en efficacité et en durabilité. Et on est arrivé au constat suivant, c'est qu'il faudrait une multiplication par au moins 3 de la génération d'électricité. En tout cas, il y aurait une multiplication par 3 de la consommation d'électricité dans le monde d'ici les 30 prochaines années et encore de manière assez conservatrice. Alors conservatrice, pourquoi? Parce que sur ces 50 pétawattheures de transition énergétique, on a juste pris 75% des plans de décarbonation et d'électrification de tous les pays du monde. Donc, il y a encore une marge de progression et d'électrification à mener. Donc, une multiplication par 3 de la demande, mais qu'est-ce qui se passe en termes d'approvisionnement? Et c'est tout le souci. On a pris, pour regarder l'approvisionnement d'ici les 30 prochaines années, la génération actuelle d'électricité, donc 30 pétawattheures. On y a soustrait les fossiles, notamment les centrales à charbon, et encore pas tous les fossiles, et on y a ajouté une vision optimiste des déploiements des énergies renouvelables et du nucléaire sur les 30 prochaines années. Et encore une fois, une conclusion, c'est qu'il y a 70% d'énergie manquante en 2050 qu'il va falloir combler, et c'est en partie le rôle qu'on souhaite jouer. Alors effectivement, donc la conclusion, c'est qu'on a un tel mur énergétique qui vient devant nous, qu'on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas d'opposition dans les sources d'énergie bas carbone ou défossilisées. On a besoin du nucléaire, du renouvelable, que ce soit de l'éolien ou du solaire ou d'autres solutions renouvelables. Alors, on parle beaucoup de production. Ça, c'est, on pense énormément de production, mais en fait, c'est pas suffisant. Oui, dans le débat énergétique qui est revenu au centre de l'attention ces 2-3 dernières années, on se parle souvent des formes de production d'énergie, d'électricité notamment avec les EPR, avec les énergies renouvelables qu'il va falloir installer en nombre. Mais on s'est aussi dit, on a aussi regretté le manque de considération du milieu de l'architecture de notre système énergétique, à savoir la distribution et le transport. En France, donc géré par RTE et Enedis, qui vont demander une quantité d'investissements absolument colossaux. On parle de 100 milliards pour le transport, 100 milliards pour la distribution, pour une raison simple, c'est qu'on peut ajouter, pour faire face à l'augmentation de la consommation, on peut ajouter des formes
de production, mais si on ne fait pas suivre le réseau au milieu, il va être en saturation et on va avoir une forte problématique sur à la fois les prix et sur la faisabilité technique de cette transition écologique et énergétique. Donc la production, c'est bien, mais c'est pas dissociable du réseau électrique. On a besoin des deux pour pouvoir avancer dans la dimension électrique. Mais il n'y a pas que de l'électricité. Effectivement, il y a la chaleur. La chaleur, aujourd'hui, on prend juste l'industrie, c'est 60% de l'énergie finale consommée à basse, moyenne ou haute température. Et c'est en France, puisqu'on a la chance d'avoir un mix électrique décarboné. C'est en France tout le cœur du sujet, c'est comment aller décarboner cette chaleur industrielle ou dans les logements, parce qu'aujourd'hui, c'est notamment du gaz. Donc, du gaz pour les logements ou de la cogénération sur les sites industriels, mais aussi du gaz au sein de centrales électriques en gaz naturel pour aller effectuer le peaking lorsque la consommation augmente, notamment en hiver. Donc, pour compenser les énergies renouvelables, on dépend du gaz. L'intermittence, des énergies renouvelables, on dépend du gaz, mais on dépend aussi du gaz dans l'industrie. Exactement. D'accord. Donc, en fait, il faut bien penser système électrique, chaleur, réseau, production. Alors, notre système, on le voit ici au centre, c'est un système compact qui est basé sur des containers. Il produit 80 MW thermiques ou électriques, ou électriques, on pourra en reparler peut-être dans les questions-réponses. Pourquoi ce choix-là, Louis? Alors, ce choix est la conclusion de plusieurs éléments. On va en parler avec Boris et David. Mais d'un point de vue marché, c'est peut-être le principal driver. On a parmi les fondateurs et les gens qui sont arrivés assez précocement dans l'aventure, des gens qui sont d'anciens industriels et qui ont construit ou exploité des sites industriels. Et ils ont donc produit un système qui correspond à leurs besoins d'antan. Avec le diagnostic suivant, c'est que en général 40 MW électriques est le bon volume pour un site industriel, et c'est aujourd'hui ce qu'on confirme parce qu'on a un certain nombre de collaborations avec des sites industriels pour regarder comment on pourrait déployer les réacteurs, et c'est assez souvent le cas. Donc on a mis 90% des usines industrielles, on va retrouver dans l'automobile ces ordres de grandeur, dans la verrerie, dans les data centers également, les plus gros bateaux du monde chargé, notamment les plus grands porte-conteneurs. On peut aussi produire de la molécule. On a mis l'exemple de l'hydrogène avec plus de 7000 tonnes d'hydrogène décarboné ou bas carbone produit de manière annuelle. La question de l'eau, du dessalement de l'eau pour notamment les pays du Sud ou le pourtour méditerranéen, qui est une question assez prégnante. Et enfin, mais aussi les villes, avec en électricité ou en chaleur, la possibilité avec 80 MW thermique, la possibilité d'aller fournir de l'énergie pour une ville d'environ 5000 habitants. Donc, vous l'avez compris, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est d'adresser principalement un marché industriel, même si on peut l'utiliser dans d'autres contextes. C'est surtout ça, c'est de la chaleur et de l'électricité. Alors, Naraya, c'est quoi aujourd'hui? C'est trois choses en fait. C'est d'abord une solution technique qui est basée sur un tout petit réacteur, on en a parlé, qui est de la taille d'un conteneur de 40 pieds, qui va combiner trois choses importantes pour pouvoir s'implanter au plus proche des utilisateurs. D'abord, il nous fallait une énergie décarbonée, puisque l'objectif, c'est de décarboner. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'énergie nucléaire. Il fallait absolument qu'on ait quelque chose qui soit le plus sûr et le plus sécurisé possible. Donc, on est allé chercher une technologie qui était intrinsèquement sûre, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de système de régulation pour la rendre sûre. Donc, ça, c'est le choix des sels fondus et le fait de ne pas avoir d'eau dans notre système. Donc, notre système n'est pas dépendant de points d'eau. Et puis, enfin, la possibilité, et ça, Christian, vous l'avez très bien indiqué en introduction, de pouvoir utiliser des combustibles usagés des centrales nucléaires actuelles. Et on fait ça grâce à ce qu'on appelle le spectre rapide. Mais Naraya, c'est pas qu'une technologie. C'est aussi une démarche industrielle. On a fait le choix de la démarche industrielle avant tout pour la fiabilité, la notion de fiabilité, le fait de travailler en usine et faire de la fabrication additive. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'augmenter la fiabilité. C'est typiquement ce qu'on va retrouver chez un fabricant de réacteurs d'avion, par exemple. On le fait en usine ou dans l'automobile. Donc, on est allé chercher ce type de compétences pour le nucléaire. On parle de plusieurs centaines de réacteurs, au final, qui seront produits. La deuxième chose qui était importante dans la logique de série, c'était bien d'être standard et d'avoir quelque chose qui soit containerisable pour qu'on ait un minimum de génie civil.
si on veut déployer rapidement, si on veut aller vite dans cette course, hein, il y a une urgence environnementale, mais il y a aussi une urgence économique, parce que les industriels ont un besoin très fort de décarboner. Il ne faut pas qu'il y ait de génie civil, ou en tout cas un minimum de génie civil. Je parle bien de minimum, mais l'idée, c'est d'être vraiment le plus modulaire possible et le déployable le plus rapidement possible. Et puis enfin, évidemment, il y a une dimension économique à la dimension industrielle. Soit on fait une très grosse taille de réacteurs pour mutualiser des coûts, soit on multiplie le nombre de petits réacteurs pour avoir des coûts qui soient plus bas. Et puis la dernière partie, donc la troisième partie, hein, je vous rappelle, c'est une technologie, une dimension industrielle, mais c'est aussi une offre différente. Et là encore, Christian l'a bien expliqué dans son introduction, on va non pas vendre une techno, mais on va vendre un service, qui est un service d'accès à une énergie, ce qui nous permet, d'être hors spéculation, c'est-à-dire de ne pas passer par un marché spéculatif, soit du gaz quand il s'agit de molécules, soit d'électricité quand il s'agit d'électrons, mais bien d'avoir un accord entre l'industriel et nous. C'est aussi une énergie qui va être résiliente et souveraine puisqu'elle est non intermittente. On peut faire de l'autoproduction sur site, même si on peut revendre cette électricité sur le réseau quand on a un surplus. Et puis surtout, on ferme complètement le cycle, donc on rentre bien dans une logique de durabilité, mais ça veut dire aussi que nous prenons la responsabilité du démantèlement. Et là encore, la dimension industrielle est importante parce que Boris nous en reparlera un petit peu après, mais ça va nous donner un certain nombre d'avantages de pouvoir faire ça. Donc, je vous le rappelle, 3 choses. Un savoir-faire technique autour du nucléaire dans un premier temps, une démarche industrielle et un savoir-faire industriel, et une démarche as a service qui est assez caractéristique des grandes entreprises ou des savoir-faire français. Alors, ce qu'on vous proposait, c'est de se focaliser sur quelques points, et peut-être Boris, tu peux nous parler un tout petit peu plus de c'est quoi l'intérêt des neutrons rapides, du sel fondu et pourquoi la série? Bien sûr, David. Alors d'abord, les réacteurs à neutrons rapides permettent en fait une meilleure fissibilité des actinides qui aujourd'hui, dans les réacteurs qu'on a dans le parc nucléaire mondial, ont tendance à s'accumuler en fait. Avec un réacteur rapide, on peut les brûler de façon à diminuer en fait la pile d'actinides mineurs comme ça qu'on accumule au fur et à mesure. Et puis c'est un deuxième avantage en particulier pour des réacteurs comme ça qui sont un petit peu dispersés, c'est que on est beaucoup moins sensible aux captures neutroniques parasites qui sont faites par les produits de fission qui sont créés à chaque fois qu'on fissionne un atome, qui en fait ont tendance à baisser la réaction en chaîne, et donc ça permet, en étant moins sensible à un spectre rapide, de rallonger en fait la durée de cycle des réacteurs. Et puis pour la partie sel fondu, ça a beaucoup d'avantages qui sont très divers. Tout simplement, en faisant un réacteur à combustible liquide, on a un certain nombre d'avantages en termes de sûreté passive, puisqu'on peut se baser sur la convection naturelle pour évacuer la chaleur résiduelle en cas d'accident. Mais en plus, les propriétés physico-chimiques des sels fondus sont très intéressantes en tant que caloporteur, puisque ça permet de monter à des températures assez élevées tout en restant à pression atmosphérique. Donc ça, c'est très bon pour tout ce qui est rendement thermodynamique et pour faire de la chaleur de haute qualité pour les procédés industriels. Et puis, c'est aussi un milieu chimique dans lequel c'est beaucoup plus facile de fabriquer le combustible, puisqu'on peut complètement sauter des étapes de fabrication de combustible solide. Et à l'inverse, le recyclage est aussi plus aisé, puisque c'est un milieu dans lequel on peut directement faire les opérations de recyclage. Et puis finalement, la série, ça c'est en fait le principe des petits réacteurs modulaires. L'idée c'est de, contrairement aux réacteurs actuels qui sont de forte taille et qui doivent être en fait assemblés sur site, y compris un tas d'opérations par exemple de soudure, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, dont on doit assurer la qualité sur site. L'idée c'est de minimiser les opérations de construction, de maintenance et de démantèlement sur le site proche du client. Donc c'est de tout mettre, ou en tout cas le plus possible, dans une boîte qu'on va pouvoir amener sur site, brancher, ressortir du site à la fin de sa durée de vie, et démanteler donc dans une usine centralisée, un seul endroit où toute la matière est entre guillemets sale. Et bien sûr, on recharge périodiquement le réacteur jusqu'à la fin de sa durée de vie, et ça permet en fait de décorréler totalement l'exploitation sur site de la construction
et de la qualification. Alors c'est un point intéressant, effectivement, je pense qu'on risque d'avoir la question après. La durée de vie aujourd'hui d'un réacteur, Maurice, c'est environ, alors ça dépend de la charge qu'on va utiliser, qu'on va tirer, mais je dirais que c'est entre 3,5 et 5 ans ou 6 ans en fonction de entre deux recharges. Donc aujourd'hui, on vise une durée de cycle, hein, donc c'est entre les rechargements, hein, de 4 ans en supposant un facteur de charge de 80%. Oui. Voilà. Donc ça fait un peu plus de 3 ans en continu à 100%. Voilà. On a parlé de série, on a parlé de recyclage, on a parlé de sel fondu. Alors on va demander à David Lambertin, qui est notre expert, c'est de nous parler un peu des sels fondus. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un sel fondu et de quoi avoir le temps? Alors, merci David. Donc, un sel fondu. Donc, qu'est-ce qu'on entend parler par sel fondu? On entend beaucoup parler de ce mot. Donc, un sel fondu, donc ça fait référence à un sel en phase liquide, alors qu'il est normalement en phase solide dans des conditions normales de température et de pression. Ça, c'est la définition. Mais on en utilise tous les jours des sels fondus. Bien évidemment, on ne l'utilise pas à haute température sous forme liquide, mais on les manipule sous forme solide. Le premier exemple, c'est le sel de table, le NaCl. On a du NaCl. Si on prend ce NaCl-là, on le chauffe à 850 degrés, on va avoir un sel fondu liquide. On prend de la soude, c'est pareil, on utilise des pastilles. Si on chauffe ces pastilles, on va avoir un sel fondu, donc un liquide à haute température. Les absorbeurs d'humidité, c'est du CaCl2, c'est la même chose. On chauffe à 850, 900, et on va aussi obtenir un sel fondu. Donc, voilà, donc il y a différentes applications, et on voit bien que dans la vie de tous les jours, on touche des sels fondus, mais on n'utilise pas des sels fondus à haute température. Donc, pourquoi utiliser ces sels fondus pour notre combustible? C'est pour réaliser des réactions qui sont impossibles dans d'autres solvants. On peut citer par exemple la séparation actinide-lanthanide. Dans ces sels fondus, on peut faire de l'électrolyse de métaux, on peut dissoudre des oxydes aussi. Alors, notre approche là-dessus, elle est vraiment pragmatique et on veut faire de la compréhension fine du comportement donc, de ces éléments donc, dans les sels fondus pour concevoir les procédés et pour avoir une robustesse sur la connaissance de ces procédés. Donc on a différents outils. On a des calculs thermodynamiques, voilà, on est à haute température, on n'est pas trop limité par la cinétique, donc les calculs thermodynamiques fonctionnent relativement bien. On fait bien évidemment des déterminations expérimentales, donc du comportement des différents éléments dans les sels fondus, avec des techniques, on va dire, classiques d'électrochimie. Et on a aussi un outil qui s'est développé récemment, c'est la dynamique moléculaire, qui est vraiment une aide très importante sur la conception. Ça nous permet d'avoir accès à des connaissances, à des données fondamentales sur ces sels fondus. Alors David, tu nous as parlé des sels, mais on les a toujours pas vus fondus. Alors, il faudrait peut-être qu'on les voit fondus. Je pense que je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est la photo de gauche. Vous reconnaissez le sel de cuisine. Voilà. Donc c'est du sel NaCl. Donc c'est de la poudre blanche. On le met dans un four. On chauffe à 850 degrés. Après, évidemment, on met des gants. On prend le réacteur. On retire le réacteur et qu'est-ce qu'on voit? On voit un sel complètement liquide, transparent. Donc ça, c'est un sel fondu. Donc ça veut dire que on a quelque chose de liquide, transparent. Au niveau de la viscosité, on se rapproche de l'eau. Donc on est avec une eau, quelque chose qui est liquide, avec une viscosité proche de l'eau, mais à haute température, avec une chimie totalement différente de la queue que l'on connaît tous. Donc, en fait, on a de l'eau, mais à 600 degrés plus. Voilà. Et on peut faire de la belle chimie. Super. Voilà, donc, Louis, quand on revient sur notre schéma de réseau, quand on va apporter un réacteur au plus proche de l'utilisateur, qu'est-ce que ça a comme impact? Alors, on a identifié au moins 4 impacts positifs sur notre architecture énergétique. Le premier, on en a parlé, c'était assez central, c'est le réseau électrique. Donc, en apportant cette possibilité de piloter, de décentraliser, d'être au plus proche des utilisateurs, on va moins utiliser le réseau et on va le soulager, lui permettre d'effectuer en douceur cette transition énergétique.
Très bien. Ensuite, on l'a toujours dit, on veut être complémentaire des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables ont le défaut d'être, pour une bonne partie d'entre elles, intermittentes et non prévisibles. Et nous, grâce à cette pilotabilité et variabilité, on va pouvoir compenser et balancer leur intermittence. Ensuite, et c'est peut-être un des éléments les plus importants dans notre aventure, c'est accélérer la décarbonation de l'industrie. On va s'insérer dans les feuilles de route des sociétés industrielles dont les plus émetteurs de gaz à effet de serre pour leur permettre d'atteindre leur décarbonation. Et peut-être, Louis, juste un commentaire, on va non seulement se mettre dans ces feuilles de route, mais notre expérience, c'est qu'aussi on peut leur permettre d'accélérer et de changer leur feuille de route pour aller plus loin que ce qu'ils avaient prévu au départ. Oui, alors parce que souvent la feuille de route, dans un premier temps, se résume à l'électrification des procédés qui sont faisables, notamment via l'augmentation du réseau, qui n'est pas tout le temps aisé d'ailleurs, pour les temps de raccordement au réseau électrique. Mais comme on l'a dit, on produit aussi de la chaleur à haute température, jusqu'à 650 degrés, et on va pouvoir les remplacer un certain nombre de process, notamment qui sont aujourd'hui conduits en gaz naturel, notamment. Quatrième point, tout aussi important, c'est rendre l'ensemble du nucléaire, de l'industrie nucléaire, plus durable. Donc, on l'a dit, grâce à cette implémentation du spectre rapide, on va fissionner un certain nombre d'isotopes qui sont réputés non fissibles et notamment ce qui se trouve dans les combustibles usagés nucléaires et réduire leur radioactivité sur le long terme et leur durée de vie qui sont aujourd'hui estimées, qui sont mesurées à une centaine de milliers d'années pour le réduire à quelques centaines d'années. Super. Donc vraiment une approche systémique et on revient bien en complément de tous les éléments qui sont dans le système. Alors en termes de planning, on est en 2024. C'est bon. On est en 2024. Donc 2023 pour nous c'était une année charnière puisqu'on a lancé et mis en place notre jumeau numérique Virtual Twin. On a travaillé avec 3DS, mais je crois que plutôt que vous le décrire, le plus simple, c'est d'envoyer une petite vidéo, et ce qui vous permettra de comprendre ce qu'on a fait. Narea a pour ambition de participer à la décarbonation de la planète et de fournir la demande énergétique qui va être colossale dans les 30 prochaines années. La contrainte principale, c'est le temps. Nous utilisons la suite 3 d'expérience de Dassault Systèmes qui fournit l'ensemble des outils de traçabilité, d'ingénierie et de calcul pour la conception du réacteur. Narea est une jeune entreprise française qui développe des microgénérateurs nucléaires de 4e génération, sel fondu neutron rapide, pour produire de l'électricité et de la chaleur à partir de déchets nucléaires. On est sur un projet qui est extrêmement ambitieux, on veut le faire vite, sans perte d'informations, et en garantissant un bon niveau à la fois de traçabilité et de sûreté. La plateforme 3D Experience, c'est la colonne vertébrale du projet sur plusieurs décennies. Le jumeau numérique va permettre non seulement la conception, la mise au point, mais va permettre de supporter les démonstrations de sûreté et de sécurité, la fabrication, le déploiement, l'exploitation, la maintenance, jusqu'à la fin de vie du réacteur. Le jumeau numérique chez Narea repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la partie modèle 3D du réacteur et de l'ensemble des pièces, sur lequel on va ajouter l'ensemble de ce qui est suivi de modification et suivi de configuration. Le deuxième pilier, c'est la partie simulation. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs mécaniques, de thermo-hydraulique, de simulation de dynamique des fluides, de la neutronique. Le 3D Experience permet de faire directement des simulations sans avoir à passer par des étapes assez chronophages de conversion de données. Et le troisième pilier, c'est la partie traçabilité des données d'ingénierie, traçabilité des requis et des exigences. On vérifie que ce qui a été fait, ça a été fait correctement par les personnes qualifiées et que ça répond bien aux besoins. Un jumeau numérique permet de gagner de la vitesse au démarrage et permet d'accélérer le déploiement. Nous avons réussi à développer la première version du jumeau numérique en seulement 18 mois, ce qui est un record. La solution cloud faisait qu'on avait dès le début un outil complet sur lequel on pouvait directement travailler. Il n'y avait pas besoin d'avoir monté des serveurs et un service informatique en interne. Narea, c'est un projet multisystème extrêmement complexe. Vous avez tout un tas de différentes disciplines qu'il faut pouvoir agréger ensemble
En termes de systèmes, il y en a à peu près une trentaine, mais chaque système est ensuite subdivisé entre 5 et 50 sous-systèmes, donc on a plusieurs milliers de pièces. L'ensemble de l'ingénierie travaille sur la plateforme de 3D Experience qui permet de faire de la simulation système. Le fait d'utiliser 3D Experience permet d'avoir un point d'entrée unique, à savoir l'ensemble de l'information est sur une seule plateforme et c'est elle qui fait foi. Le rôle d'un système, c'est de savoir paramétrer l'ensemble de la plateforme 3D Experience et de pouvoir l'agréger avec l'ensemble des outils de calcul scientifique. Assystem a permis de mobiliser en un temps record des ingénieurs de très haut niveau qui permettent de réaliser cette intégration. La 3D Experience permet de garantir une plateforme numérique commune à l'ensemble des collaborateurs et permet ce qu'on appelle la continuité numérique, ce qui est absolument capital sur un projet de cette complexité. Tout projet complexe aujourd'hui qui veut démarrer doit avoir son jumeau numérique. Voilà, donc je ne sais pas si on voit toujours mon écran. Donc c'était notre vidéo. Donc notre jumeau numérique, ça c'était le milestone 2023. Là on va rentrer dans la phase 2 du jumeau numérique, ça c'était la phase 1. Vous avez vu, on a surtout travaillé dans le jumeau numérique sur la partie réacteur. Il y a tout le reste du système sur lequel il faut qu'on travaille. Puis aussi travailler sur l'industrialisation, puisqu'on a déjà commencé à travailler sur l'industrialisation. C'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'il faut intégrer dans le design, dans la logique de conception, les besoins de l'industrialisation pour aller au plus vite. Donc, vous voyez qu'on travaille à la fois sur la partie conception-production, mais aussi opération et maintenance, puisque c'est nous qui allons assurer l'opération et la maintenance des systèmes. Notre objectif maintenant, il est double. Il est d'abord de travailler sur ce qu'on appelle un prototype chaud d'ici à 2027. Ça, c'est notre objectif. C'est un objectif assez ambitieux. Ça passera par un prototype froid et puis ensuite un prototype chaud, c'est-à-dire avec combustible nucléaire en fonctionnement. Et notre objectif est toujours de tenir notre délai de série d'ici à 2030, c'est-à-dire de commencer un ramp-up industriel à partir de fin 2029, début 2030. En termes d'équipe, écoutez, on est aujourd'hui 180 collaborateurs. Il y a 2 ans, on était 4. Donc on a une croissance très rapide. Ce qui est, je pense, est important d'avoir en tête, c'est 2 dimensions. Il y a une dimension d'abord d'agrégation de compétences. Vous l'avez compris, Narea, ce qu'on essaie de faire, c'est de combiner des choses qui existent déjà et de les mettre ensemble pour créer pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 égale 3. Et c'est ce qu'on a aussi fait avec les compétences. Donc on a des compétences bien évidemment dans le nucléaire, mais on a aussi des compétences. Donc dans le nucléaire, par exemple, on a Boris ici qui est notre représentant, mais aussi dans les sels et dans la chimie, parce que c'est aussi beaucoup de chimie, et ça c'est assez nouveau dans le nucléaire. David en est un bon représentant. Mais on est aussi allé chercher des compétences dans l'aéronautique et dans l'automobile, parce que c'est 2 dimensions dans lesquelles on a des contraintes industrielles très très fortes, et il a fallu aller chercher ces compétences. Donc le fait de travailler très en amont, par exemple, sur l'industrialisation, ça c'est quelque chose qui est une compétence propre à l'automobile. Le fait de travailler dans de la fabrication en usine, dans un environnement excessivement réglementé, comme c'est le cas du nucléaire, ça c'est aussi quelque chose qu'on va chercher dans l'aéronautique avec les mêmes contraintes, les contraintes des enjeux de sécurité et de sûreté. On est organisé autour, alors on n'est pas forcément très divers, on essaye d'être le plus divers possible. On a une équipe de management de direction qui est plutôt senior, avec des gens qui viennent vraiment de tous les domaines que je viens de citer, qui ont une grosse expérience et qui viennent souvent de grands groupes. Mais on a aussi un conseil scientifique qui est organisé autour de 6 membres permanents. Puis après, on a des membres qui viennent et qui viennent nous apporter leurs compétences sur un certain nombre de domaines. Et puis, on a un conseil d'orientation sociétale. Alors, encore une fois, il n'est pas très divers, mais ça, c'est les 4 membres qui sont les piliers du conseil d'orientation sociétale et environnementale. Et autour de ça gravite tout un écosystème de personnes qui nous permettent de travailler sur l'acceptabilité sociétale. Puisque, je vous rappelle, le nucléaire, c'est souvent un problème d'acceptabilité sociétale. Donc, si on veut être au plus près des utilisateurs, il faut s'assurer qu'on ait bien l'acceptabilité sociétale et environnementale qui va de pair. C'était notre premier souci d'ailleurs, c'est pour ça que ces 4 membres-là sont là depuis le tout début de l'aventure. C'était les premières personnes qui ont rejoint l'aventure et avec qui on travaille en permanence sur cette acceptabilité. Elle passe par 2 choses. 1, la sûreté, et 2, la gestion des combustibles usagés. Et si on gère ces 2 choses, eh bien en fait, on se donne plus de chances pour avoir cette
adhésion sociétale, parce qu'in fine, ce qu'on veut avoir, c'est de l'adhésion sociétale. C'est pour ça qu'on a fait le choix des sels fondus pour l'aspect sûreté et du sel fondu à neutrons rapides pour l'aspect bouclage du cycle au maximum, pour limiter au maximum l'empreinte du nucléaire. On travaille avec un écosystème qui est français et expert dans le nucléaire. Je pense que c'est probablement, si ce n'est le meilleur, un des meilleurs au monde. Donc on va retrouver évidemment le CEA, ici en bas, avec qui on travaille énormément, Orano sur la partie combustible. On a parlé d'Assystem qui nous aide en termes d'ingénierie. Pardon. On a aussi le CNRS qui nous a beaucoup aidé dès le départ et à l'origine de la conception de Narea. Et puis Dassault Systèmes, comme on vous l'a dit, sur la partie jumeaux numériques. Et puis je voudrais surtout pas oublier le gouvernement français, puisque on est French Tech et France 2030. On a été les premiers lauréats France 2030 pour développer le système Narea. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet, en tout cas en essayant de rester dans le temps imparti de ce qu'était Narea. Et puis peut-être que l'on peut, Christian, ouvrir aux questions. Très bien. Eh bien, merci à tous. Franchement, vous nous avez fait rêver, hein. On a vraiment vu que toute la dimension, elle porte vraiment des grands espoirs d'avenir, de propreté, de réutilisation de déchets, de consensus entre différentes expertises françaises. Et ça, franchement, bravo, ça a fait plaisir à tout le monde et ça donne de beaux espoirs. Et ça donne encore plus d'espoir, puisque hier, nous avions Cyperl, qui a été champion aussi, qui lui travaille donc sur la partie calculateur, hein, avec il travaille particulièrement sur des stratégies industrielles d'éléments de calcul. Et lui aussi, il a besoin, pour le calcul, il y a besoin de beaucoup d'énergie. Et vous êtes sûr que vous avez déjà une nouvelle piste pour vos réacteurs, puisque tous les calculateurs, c'est peut-être déjà le cas, mais tous les calculateurs auront besoin d'une énergie très importante. Alors, une précision, Christian, si je peux compléter, parce que c'est un excellent point. Il y a peu de temps, on était dans un groupe de travail utilisateurs, ou ce qu'on appelle end-user utilisateurs, donc des industriels, et Microsoft intervenait. Et effectivement, dans le chiffre, dans la croissance de la demande qu'on vous a présenté au début, nous, on n'a pas intégré l'impact de l'IA. Et effectivement, les discussions avec Microsoft étaient assez effarantes. Il y a les besoins énergétiques pour l'IA vont être absolument monstrueux. Et c'est vrai que ceux-là, on ne les a pas vus venir. Mais au même titre qu'on n'a pas vu venir non plus les besoins en SAF, par exemple, les Sustainable Air Fuels. On travaille aujourd'hui avec plusieurs membres de la supply chain. On a des besoins qui arrivent, qui sont colossaux. Juste pour atteindre les 40% de SAF, Sustainable Air Fuels, dans le trafic aérien français, on parle de quelque chose entre 9 et 13 EPR supplémentaires, juste pour le trafic aérien qui passe en France. Donc, il y a effectivement, je pense que même dans les chiffres qu'on vous a montrés en termes de demande, on est probablement un petit peu en dessous de la réalité. Très bien. Eh bien, merci pour cette précision. Alors, je vais maintenant passer aux questions. Je vais vous poser les questions. Alors, première question. Qui pour exploiter et qui pour la maintenance? Alors, effectivement, peut-être qu'on l'a mal exprimé dans la présentation. C'est nous qui allons tout faire. Pourquoi on a fait ce choix-là? Le premier, c'est comme on a été industriel avant, on n'aurait pas aimé, nous, avoir à gérer une microcentrale d'énergie, en tout cas de gaz ou d'électricité. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on parle de nucléaire, donc il faut quand même, en termes de licensing, il y a quand même un processus assez compliqué à mettre en œuvre et c'est beaucoup plus simple de le faire si on fait tout de la conception jusqu'au démantèlement. J'ai cru voir passer une question sur le démantèlement, donc c'est aussi nous qui nous occupons du démantèlement. Exactement. Donc c'est bien nous qui allons tout faire parce qu'on ne se voyait pas dire à un industriel, tiens, voilà ta centrale nucléaire et surtout touche pas au bouton rouge. Ça nous paraissait compliqué. Voilà. Très bien. Ben, effectivement, c'était l'objet de la question suivante. Comment gérez-vous la fin de vie des micro-générateurs de Narea?
Oui. Effectivement. De toute façon, ça ne sera pas à la charge de l'utilisateur d'énergie finale. Ça, on l'a bien compris. C'est déjà ça. Alors, je vais apporter 2-3 compléments. Boris en a déjà beaucoup parlé. Pour nous, il était impensable de laisser, de ne pas gérer cette partie-là et d'avoir quelque chose qui laisse une trace trop importante. Alors, quand on a parlé, je suis allé rapidement, hein, j'ai couvert rapidement les aspects technologiques, industriels. Évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais un des choix qui était de limiter le génie civil, c'était aussi pour favoriser ce démantèlement et pour faire un démantèlement qui soit le plus simple possible et le plus efficace possible. Le fait de ramener ça dans un site en usine qui est beaucoup plus simple à maîtriser, ça nous permet de faire un démantèlement plus rapide, moins coûteux et puis surtout beaucoup plus propre. Merci David pour ces précisions. Alors, question suivante. Vous en avez parlé un petit peu, mais ça demande peut-être plus de précision en termes de surface au sol, de prise au sol. Oui. Quelle infrastructure, quelle taille, comment quelle zone de protection, comment ça se matérialise dans l'environnement? Alors, pour l'instant, alors ça va dépendre de beaucoup de choses, d'accord? Il y a ce que nous on fait, et puis il y a aussi toute l'évolution de la réglementation, du licensing. Ça va aussi dépendre d'un certain nombre de pays. Nous, notre parti pris, c'est de partir avec la France, parce qu'on pense que la France fait quand même référence. Donc, on travaille énormément avec l'ASN et le HFDS, parce qu'il y a la notion de sûreté, il y a la notion de sécurité. Donc, on essaye de se caler sur un standard français. Aujourd'hui, on est parti sur une logique de 1 hectare. Donc ça, c'est l'objectif sur lequel on est. 7 hectares, c'est avant tout un périmètre de sécurité. Il y a un périmètre de sûreté, mais c'est aussi un périmètre de sécurité. Et on part sur 7 emprises au sol. Ensuite, le système est modulaire. Donc le modulaire, c'est en container. Alors l'objectif, c'est pas d'avoir exactement le container, mais c'est d'avoir la taille d'un container, de façon à pouvoir les assembler, les désassembler, comme l'a très bien illustré Boris, facilement. Donc, minimum de génie civil, un container îlot-nucléaire, un container îlot conventionnel, puis après, on va avoir aussi quelques autres containers en fonction de la solution que va vouloir les clients, parce que chaque client a un mix électrique chaleur qui est différent, une tension de sortie qui n'est pas forcément la même, en tout cas, des périmètres électriques qui ne sont pas les mêmes. Il y en a qui veulent passer en 90 kV, il y en a qui veulent être en 20 kV, il y en a qui veulent être en 6 kV. Enfin, il y a toutes les solutions. Donc là, on a un petit peu d'adaptation. Mais en gros, c'est ça. Le cœur du système, c'est 2 containers sur 1 hectare. Merci. Ça, c'est une précision très importante. Question suivante. Alors, vous avez parlé de la roadmap. Hein. On a vu que c'est quasi demain, hein, la mise en production. Et ça, c'est on ressent ça aussi chez nous. Hein. Ah oui. La pression, elle est chez vous maintenant. Mais la question est les échéances immédiates. Qu'est-ce qui va faire que ça va être encore plus pertinent? Quelles sont les prochaines échéances, peut-être de réglementation ou d'avancées technologiques? Alors, vraiment les next steps. Alors, les next steps, donc, je vous rappelle, hein, nous, notre objectif, le prochain gros milestone, c'est ce prototype chaud. On est d'accord. Donc, ce qu'on a fait cette année, c'est plusieurs choses. On a lancé beaucoup d'essais, parce qu'il y a beaucoup d'essais qui sont nécessaires pour la qualification des matériaux qu'on va utiliser dans le système, mais aussi du sel et du combustible. Donc ça c'est des choses qu'on a déjà démarré, qu'on a commencé à faire. On a fait notre jumeau numérique qui nous permet non seulement de concevoir, c'est un accélérateur le jumeau numérique, il faut toujours le voir comme ça, c'est un booster. Oui. Donc ça nous permet de faire 3 choses. 1, évidemment, de concevoir dedans, c'est la première des choses. 2, pouvoir faire de la simulation d'ingénierie système, pouvoir simuler et faire des calculs à l'intérieur du jumeau numérique. Et 3, ça nous permet, en termes de licensing, d'avoir une traçabilité qui est excellente de tous les types de design qu'on fait, de toutes les configurations, de tous les documents. Ça, c'est capital pour le licensing. Ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a fait une maquette à l'échelle 1, qu'on ne voit pas là, mais parce que le jumeau numérique, c'est bien, mais c'est virtuel, il faut passer au réel, et c'est la connexion entre les deux qui va être capitale. Donc, on a fait une première maquette, une maquette non fonctionnelle, mais qui nous permet déjà de commencer à travailler sur assemblage des assemblages. Donc, elle est à l'échelle 1, elle est dans nos bureaux. Et puis, en parallèle, on a aussi maintenant, on travaille sur un laboratoire pour faire des essais qui ne sont pas des essais avec le réacteur. Et toute l'année qui vient va quand même être beaucoup sur la validation des matériaux, des tests physiques et du premier travail de licensing. Donc, on travaille avec l'ASN. On est via l'ASN fait un boulot extraordinaire, il faut le dire.
s'adapte dans son processus parce que évidemment jusqu'à maintenant l'ASN travaillait principalement sur une technologie avec entre guillemets ou 3 grands acteurs français entre ceux qui fabriquent, ceux qui le combustible, ceux qui l'utilisent et qui opèrent les centrales. Et là ils ont dû s'adapter, ils ont fait un boulot vraiment incroyable pour adapter le processus. Donc là on n'est plus dans des échéances de licensing avec des grandes étapes, on est plus dans un travail itératif, on se voit tous les mois. Et on travaille sur une nouvelle feuille de route avec l'ASN sur le licensing. Donc ça, c'est tout le travail de cette année. Là, les échéances de cette année, c'est autour de ça. C'est des facilités, augmenter nos capacités de test. On en fait, on a, je sais pas, une dizaine de partenariats avec des universités. On a des tests un peu partout en France et en Europe, même plus dans le monde, on va dire, en priorité là. Maintenant, c'est nos propres moyens de test, ou en tout cas les avoir chez nous, dans nos murs. Et puis, de travailler sur licensing, donc en collaboration avec l'ASN. David, on peut peut-être ajouter notre élément clé dans les mois à venir, c'est la levée de fonds. Alors effectivement, alors moi je suis intéressé sur les aspects techniques. Louis a raison. On est aussi. Il y a une question en plus sur. Ah bah alors s'il y a une question, je peux répondre. Non mais il y a une question sur la typologie des investisseurs et le. Donc aujourd'hui, on avait un objectif qui était d'arriver au jumeau numérique, de financer jusqu'au jumeau numérique. Alors on a levé plus de fonds que nécessaire, donc c'est pour ça qu'on peut continuer sans avoir fait une deuxième levée de fonds. On est financé aujourd'hui par des family office français, donc des gens qui croient dans le projet, qui ont investi dans le projet, qui investissent sur le long terme. Là, on est en train de lancer la série A. C'est la deuxième levée de fonds, elle se fera probablement en 2 parties qui nous permettra d'aller jusqu'au prototype chaud. C'est ça l'objectif. Donc là, on rentre aussi dans là c'est la partie financière, non plus la partie technique. On rentre dans une deuxième. Très intéressant, effectivement, ça fait partie aussi de la roadmap, de l'organisation financière. Merci pour ces réponses. Alors, autre question qui concerne le support technique. En gros, des équipes de support technique, comment est-ce qu'elles vont être organisées, leur disponibilité, leur formation voilà, ça c'est une question qui est importante. Les équipes de comment est-ce que vous allez organiser j'allais dire les équipes de support technique, les former, est-ce qu'elles seront sur site? Comment ça va s'organiser en termes de ressources? Alors là, encore une fois, on est obligé de travailler à 2 niveaux. On travaille avec ce que la réglementation nous impose et puis avec ce qu'on souhaite faire dans un deuxième temps en fonction des évolutions de réglementation. Je vous rappelle que, encore une fois, les réglementations dans tous les pays ont été toutes conçues pour une technologie et plutôt des gros réacteurs, pas des petits systèmes comme les nôtres. Donc, elles vont probablement évoluer, ou en tout cas, elles devraient évoluer pour s'adapter. L'objectif, c'est d'avoir des réacteurs qui puissent être opérés à distance. Ça c'est notre objectif. D'accord. Et techniquement, il n'y a rien d'infaisable derrière ça. C'est absolument possible. Ensuite, on sait d'ores et déjà qu'on va avoir besoin très certainement de personnes sur site en permanence, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Donc, on aura forcément au moins 1, 2 ou 3 personnes sur site qui vont être en place en termes de sécurité. Ça, c'est évident. Après, le moyen de s'organiser, du coup, en étant sur un site industriel, il y a déjà un certain nombre d'infrastructures qui existent, donc qui permettent d'avoir du personnel sur site. Pour le reste du support technique, ça, c'est nous qui gérons l'intégralité puisqu'on gère l'opération et la maintenance. Donc, c'est nous qui le travaillons. On travaille avec, on est en train de construire là, notre équipe ONM, Operation and Maintenance, pardon, ça c'est une de nos gros pôles, donc on est en train de travailler sur ce sujet-là, aller recruter un certain nombre de personnes. On a déjà des personnes qui ont opéré, dans le conseil scientifique notamment. Joël Guidez, c'était la dernière personne à opérer Phoenix en France, c'était un réacteur à neutrons rapides, dans sa fondue, mais à neutrons rapides. Donc voilà, on s'organise autour de ça, mais je veux dire, le support technique aujourd'hui c'est assez classique, c'est un support technique classique avec en fonction des sujets, un niveau d'escalation qui va du support niveau 1 ou 0 jusqu'au niveau 3 ou 4 qui peut remonter sur des équipes d'ingénierie très expertes. Oui, ça revient à quelque chose de. Voilà. Pardon ? Ça revient à quelque chose d'assez classique en termes de maintenance. On n'est pas dans les process, en tout cas, de rayonnement ionisant où il faut préparer des gens, faut avec tout un. Ah, d'accord, j'ai pas compris ça. Forcément, c'est un réacteur nucléaire. Donc, s'il y a intervention, on va avoir besoin de faire ça. Ça, on est d'accord. Oui. Ça, c'est nos équipes, effectivement. Oui. Les équipes devront venir, intervenir. Alors, c'est un réacteur qui tient dans un container.
In fine, on peut le vidanger, sortir la matière, enfin le combustible, pardon, usagé. On devra le faire pour le rechargement. Et puis, éventuellement, c'est pas l'objectif, si c'est nécessaire, ensuite déplacer le conteneur lui-même. Alors, il faut bien avoir en tête, c'est vrai, je ne me rends pas compte j'ai vu que dans l'auditoire, il y avait des gens de background qui étaient assez diverses. Ça se déplace pas comme ça, hein. Je veux dire que c'est pas un PC portable, c'est transportable. Donc effectivement, c'est mobile au sens où on peut le déplacer, mais c'est pas je le mets sur un camion et je viens le poser dans ça. Mais in fine, on peut faire ça et on peut faire des norias. C'est aussi l'intérêt d'avoir des containers. Par exemple, sur l'îlot conventionnel, la turbine et l'alternateur, c'est absolument quelque chose qu'on envisage. On n'envisage pas de faire de la maintenance sur site, sauf la maintenance courante. C'est vraiment de l'échange standard, rapporté en usine, et en usine, on fait les opérations de maintenance. Voilà. Et donc, du coup, ça permet de revenir sur la question, de passer à la question suivante. La question suivante, vous avez parlé tout à l'heure du rechargement, un rechargement tous les 3 ans, 3 ans et demi. Mais en fait, combien de temps l'installation, en fait, elle va durer? Combien de cycles d'exploitation de rechargement elle peut aujourd'hui, vous envisagez que une unité, elle peut vivre combien de temps en fait sans être alors, nous on est parti sur une logique. Ah pardon, je suis désolé Christian. On est parti sur une logique de 40 ans. Donc ça c'est la logique sur laquelle on est parti. Le nombre de rechargements, c'est pas forcément hyper pertinent puisqu'on est face à des industriels qui ont des variations de charge qui sont importantes. Donc Boris en a parlé en disant on s'est mis à un nominal de 80% de charge. Aujourd'hui, on a une vingtaine de MOU, dont certains publics, avec des industriels pour faire des études d'implantation, de compréhension d'usage, comment ça peut fonctionner, tous les enjeux autour de comment ça se passe quand je mets un micro-réacteur sur mon site. Et on a des cas industriels très différents. C'est-à-dire qu'autant il y a des industriels qui ont une charge qui est très, très linéaire, tous les procédés à feu continu. Autant on a des industriels, par exemple quand on parle d'assemblage ou de choses comme ça, qui vont avoir des variations importantes. Donc en fonction de l'usage, on va avoir des temps, des durées de vie par site qui vont être très très différents. Donc parler du nombre de rechargements, à mon sens, c'est pas forcément ultra pertinent à ce stade. Donc, mais en tout cas, en toute état de cause, nous on part sur une logique d'une conception pour une durée de vie de 40 ans. Merci. Alors question suivante. En termes de financement, est-ce que les électro-intensifs pourront investir directement dans la capacité de production pour s'assurer de leur développement? En gros, pour avoir accès à une énergie prioritaire, forme de droit d'accès. Non, je souris parce que je réfléchis à ce que je peux vous dire ou pas dire. Donc, oui et oui. Quand on travaille avec sur un MOU aujourd'hui avec ces industriels, on ne travaille pas qu'avec des industriels au sens large. Hein. On a parlé de data center, on a parlé de mobilité, on a parlé de verrerie, de papeterie, de choses comme ça. On a forcément à la fin de ce MOU, on répond à une question qui est souvent un enjeu, qui est double d'ailleurs, un enjeu technique d'installation, mais aussi un enjeu stratégique. À la fin de ce MOU, il y a la possibilité, effectivement, que certains industriels soient intéressés soit pour, on est en phase de levée de fonds, rentrer dans la levée de fonds, soit pour réserver de la capacité énergétique, parce que je pense que, alors là, c'est purement une analyse David Briggs, mais je pense que les industriels ont anticipé et compris bien avant tout le monde, ont pris conscience qu'il y allait avoir un déficit énergétique majeur. La preuve en est, c'est qu'on n'était pas du tout structuré pour avoir des discussions avec des utilisateurs finaux. Et on a été obligé de se structurer. Louis fait partie de l'équipe et fait beaucoup de travaux sur ces sujets-là parce qu'on a eu des demandes très très tôt. Et des demandes qui sont appuyées. Certains, ça fait 1 an qu'on discute avec eux et on continue. C'est-à-dire que ils continuent parce qu'ils sont intéressés pour comprendre comment ils peuvent utiliser, soit sur un site, soit multi-site, soit même comment ça peut renforcer leur stratégie dans leur business, dans leur core business. Je ne parle même pas de stratégie d'achat d'énergie.
Non, ça pose une vraie, ça pose la dimension de votre projet. Franchement, elle interpelle tout le monde, y compris par anticipation des industriels qui pourront se réassurer sur une source d'énergie stable et presque en quelque sorte internalisée, quoi. Donc c'est sûr que je comprends que ces industriels-là soient venus taper à votre porte. Il n'y a pas de doute là-dessus. Christian, on n'a pas un grand mérite. Hein. On était de l'autre côté de la barrière pendant des années. Donc, oui. comme l'enjeu, Jean-Luc en parlait encore mieux que moi, parce que lui, il était le leader mondial du traitement de l'eau chez De Grémont. Quand on fait une centrale de dessalement, on fait une centrale de dessalement. Alors moi, j'étais de l'autre côté à une époque, quand je travaillais chez Alstom, quand Alstom était encore la partie énergie en France. On faisait une centrale de dessalement et juste à côté quoi, une centrale de production d'électricité, très souvent en gaz et donc très carbonée. Voilà. Donc comme on a été de l'autre côté, on s'est mis dans la peau de ce qu'on était, c'est-à-dire des industriels. C'est très bien vu. Alors, question suivante. Les sels fondus sont envisagés depuis très longtemps et pourtant ne sont pas ou peu industrialisés. Savez-vous pourquoi? Pouvez-vous nous rappeler si vous développez une nouvelle approche pour ces sels fondus? Bon, alors, moi, je peux vous donner, peut-être on va en parler avec David sur l'approche des sels fondus. Bon, les sels fondus ont été développés effectivement depuis très longtemps, années 50, je dirais. Les Américains ont beaucoup développé et ont développé en parallèle deux technologies. Je simplifie et je caricature, ça permet de faire comprendre les choses. D'un côté, les sels fondus, de l'autre côté, les PWR. En 77 de mémoire, tout ça est enterré. Enfin, toute la partie sel fondu est enterrée. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une, il y a ça, on va le trouver partout. Il y a sûrement une question sur la corrosion, ça c'est clair. Mais c'est pas la seule et c'est même peut-être probablement pas la plus importante. Les deux autres qui étaient liés à ça, d'abord, il y avait un enjeu politique de guerre entre laboratoires. Et la deuxième, surtout, c'est que c'est pas une technologie qui permet d'avoir un programme nucléaire militaire, donc, en tout cas, très simple. Et à l'époque, on est en pleine guerre froide. Et donc, en pleine guerre froide, il y avait forcément les deux en parallèle. Et c'est pour ça qu'on est parti sur des PWR. Après, il y a d'autres raisons à ça, mais je dirais, voilà, pour aller très vite. Ensuite, ça a été classifié. Donc, en fait, il y avait pas ou peu d'informations sur les sels fondus. C'est qu'en 2007, de mémoire, que l'information a été mise dans le domaine public et c'est là qu'elle a été reprise et diffusée. Et d'ailleurs, juste pour vous rappeler que les Chinois sont en train de démarrer un réacteur de taille plus grosse que l'autre, mais en sel fondu. Et on voit du sel fondu partout parce qu'évidemment, il y a un intérêt au sel fondu. C'est juste que la techno n'était pas dans le domaine public jusqu'à maintenant. Et probablement la demande énergétique n'était pas perçue comme très croissante. David, tu veux compléter sur la partie Je vais juste te rappeler que l'industrie sel fondu, alors hors nucléaire, est quand même extrêmement développée, notamment pour la production d'aluminium et pour la production de sodium métal, encore d'autres exemples. Donc on sait maîtriser la corrosion, on sait maîtriser les matériaux. Voilà. Je pense que l'approche du nucléaire est un peu différente. Mais je pense que Maurice, tu peux compléter sur la partie. Même dans le nucléaire, les gens qui sont familiers des gaines de combustible en zirconium, en fait, naturellement, le zirconium est toujours mélangé avec du hafnium, qui est un poison neutronique, donc il faut purifier le zirconium. C'est un procédé qui est sel fondu, c'est fait chez Framatome en France. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire, et c'est des chlorures, donc les mêmes sels que nous on va utiliser. Et puis après, il y a aussi il y a un aspect qui est plus lié à la conception du réacteur et pas forcément à la technologie. Ça dépend comment on imbrique différentes pièces. Historiquement, il y avait aussi une complexité par rapport au programme américain qui était de faire des surgénérateurs avec un retraitement sur site du sel, ce qui d'ailleurs convient pas trop à ce qu'on essaie de faire avec des réacteurs qui sont dispersés un petit peu partout. Et donc en fait, notre conception, elle se rapproche beaucoup plus d'un réacteur plus traditionnel en guillemets, ce qui favorise aussi la familiarité des gens qui viennent du nucléaire et par exemple des autorités de sûreté. Et puis je voudrais juste rajouter un dernier élément. Les sels fondus, c'est très connu dans le solaire concentré, où on utilise comme caloporteur le sel fondu. Donc en fait, c'est quand même encore très utilisé. Je crois que pour répondre précisément à la question, le développement, c'est juste que c'est toujours la bonne technologie au bon endroit au bon moment.
et que la technologie n'était pas visible jusqu'en 2007. Même quand elle était visible, ça suscitait de l'intérêt, mais il n'y avait pas forcément une demande énergétique très forte. Et donc, du coup, ça s'est assez naturellement peu développé. Mais si vous regardez aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de projets de développement sur sel fondu parce qu'il y a un intérêt. Le fait d'avoir un combustible liquide apporte énormément de choses en termes de technologie. Très bien. Alors, question suivante. Est-ce qu'il y aura des effets adjacents positifs sur d'autres industries à planifier grâce à la méthodologie NAREA, à la fois sur la conception, mais aussi les capacités de simulation du support d'autres installations industrielles? Je vous lis la question. Alors, je vais essayer de répondre. La réponse est oui, mais après, je ne saurais pas aller plus loin. Non, je présente. Je dirais, je pense que, d'abord, encore une fois, ce qu'on fait nous, c'est pas forcément ultra novateur. On va chercher des choses à différents endroits qu'on assemble. J'ai tendance souvent à dire, vous savez, si vous prenez aujourd'hui les réacteurs, les fabricants de réacteurs d'avion, ils ont vraiment, c'est un business model qui est très similaire. Hein. On est dans un monde très régulé. On fait, c'est des technologies complexes, qui sont fabriquées en usine, en petites séries. Et la plupart des réacteurs d'avion ne sont plus vendus. On vend l'usage du réacteur d'avion. C'est pareil, etc. Donc on n'est pas en train de créer quelque chose de très nouveau. Après, je pense que c'est toujours un petit peu ce qui se passe quand on a on est disruptif, c'est-à-dire qu'on vient chercher une approche qui est un petit peu différente. Nous, on s'est dit, soit on fait des très gros réacteurs, soit on va vers des tout petits réacteurs décentralisés. Alors, c'est pas la solution de facilité. Est-ce que ça va créer, est-ce que ça peut créer d'autres exemples? Je ne saurais pas vous dire, pour être très honnête. En tout cas, ça risque d'inspirer pas mal de gens. Alors, autre question importante, du fait de votre actualité récente, on a tous vu le partenariat qui a été signé avec Nucléo. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça implique en termes de technologie, peut-être de modification de votre modèle? Et ça, c'est une question importante. Alors, donc, il faut juste rappeler que dans le monde, je vais essayer de faire simple, dans le monde des SMR, donc Small Modular Reactor, tout le monde a entendu parler de ça, oui. C'est un spectre très très large, d'accord? Donc, il y a deux dimensions. Un SMR, c'est avant tout ce qu'on appelle un petit réacteur, c'est-à-dire en gros moins de 300 MW électriques. Donc, vous voyez, nous, on est beaucoup plus petit que cette limite où on est. Donc, il y a beaucoup de SMR qui sont dans cette taille-là. Après, il y a une dimension qu'on appelle de génération, de la troisième ou de la quatrième génération. La quatrième génération, on appelle ça, je fais encore caricatural, mais les AMR, Advanced Modular Reactor. Dans la quatrième génération, il y a 6 technologies. Donc, Nucléo, c'est une technologie qui est différente de la nôtre. Ce n'est pas les sels fondus, mais par contre, c'est des neutrons rapides. Alors, pourquoi on a signé ce partenariat? D'abord, on a été les 2 premiers lauréats et on est les 2 premiers à avoir de façon significative levé des fonds. C'est-à-dire que quand on regarde en termes d'équipe, ils sont au moins 600, je pense. Nous, on est pas loin de 200. On a peut-être passé la barre des 200 au moment où je vous parle parce qu'on a des personnes qui arrivent toutes les semaines. Mais voilà, on est dans une phase de maturité où là, on est face à des enjeux qui commencent à devenir de vrais enjeux, plus seulement de design, mais aussi industriels. Licensing, on est dans des aspects très pratiques. On parle de systèmes dans lesquels les coûts de développement sont non négligeables. Hein, on est sur des levées de fonds qui sont conséquentes. On parle de dizaines de millions, voire de centaines de millions. Donc, on n'est pas dans des montants qui sont très faibles. Donc, et en plus de ça, on a un écosystème qui, lui, a besoin de gérer une nouveauté, c'est la multitude des acteurs. Aujourd'hui, l'écosystème, il n'est pas du tout créé pour gérer plein d'acteurs différents. Des projets tels que le nôtre, peut-être pas à ce niveau de maturité, mais des projets sur les SMR, il y en a beaucoup. Dans le monde, il y en a entre 70 et 90. Alors, ça naît, ça meurt très vite, mais c'est à peu près ça. Donc, on a ressenti le besoin de travailler ensemble pour optimiser un certain nombre de choses. Donc, le travail avec Nucléo, c'est travailler sur les dimensions scientifiques, autour des matériaux, autour des tests. C'est beaucoup travailler sur le combustible, le cycle du combustible, puisqu'on utilise tous les deux des combustibles usagés de centrales. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec les acteurs de la filière aujourd'hui, comme Orano, ensemble,
et en bon ordre, c'est-à-dire pas chacun de son côté, pour optimiser et avoir une optimisation de ce cycle. C'est aussi travailler sur la matière elle-même, c'est-à-dire comment on peut l'utiliser. Il y a même une complémentarité, sur le combustible lui-même, une complémentarité entre Nucléo et nous en termes de combustible aussi. Et puis, il y a toute une dimension licensing. Comment on s'assure qu'ensemble, on puisse aller voir de façon intelligente, c'était une demande de l'écosystème, et d'avoir une approche beaucoup plus commune que y aller chacun de notre côté. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles on a travaillé avec Nucléo. Après, ils ont une technologie différente, un positionnement différent, un marché différent, avec une taille de réacteur différente. Mais voilà, c'est la première pierre pour commencer à agréger tout ce nucléaire innovant autour de la 4e génération. Oui, effectivement, ça fait sens de créer, de partir du marché et de créer finalement une offre de services diverses sous la même base. Donc ça fait tout à fait sens. Alors, question suivante. Comment est alimenté le client pendant la recharge? Et combien de temps de recharge vous avez estimé ou vous travaillez? Alors, ça c'est une très bonne question. Alors la première, il ne faut jamais oublier que ces industriels, ils sont déjà raccordés au réseau. Donc il y a une connexion réseau. Première chose. Deuxième chose, dans toutes les études qu'on a faites, à part les cas très isolés, mais ça je les sors, c'est-à-dire ceux qui ne sont raccordés à rien, communauté isolée par exemple, où j'ai une mine qui est au beau milieu de la pampa, donc là c'est différent. Mais quand je suis chez un industriel aujourd'hui, de toute façon, on a un intérêt à rester connecté aussi pour la revente de l'énergie, notamment du surplus électrique sur le réseau. Et ce qui fait du sens, parce que pour le réseau, ça permet aussi de faire du balancing, cette réserve de capacité, ce qu'on expliquait en termes d'intermittence des renouvelables. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, il y a une connectivité au réseau. Ce qui fait que de toute façon, s'il y a un problème, il y a toujours la connectivité et l'accès au réseau électrique. Il y a d'autres soucis derrière ça, mais en tout cas, cette possibilité est là. La deuxième chose, c'est que la plupart des industriels, c'est pas complètement vrai quand on parle de feu continu, mais en général, ont une période de maintenance sur l'usine où les besoins énergétiques sont beaucoup plus limités, puisque là, le process est arrêté, et on n'utilise l'énergie que pour la maintenance. Et là, il y a plusieurs solutions. Alors nous, les temps d'arrêt, on est en train de travailler sur l'optimisation du rechargement, mais on ne parle pas évidemment d'autre chose que de l'ordre de grandeur de la semaine ou de 2 semaines. Mais on n'est pas sur des mois d'arrêt, ça c'est clair. Donc ça rentre en général, dans la plupart des cas, dans des plans de maintenance. Puis après, il y a la possibilité de faire de la redondance. On a un réacteur de 40 MW électriques, 80 MW thermique. Des fois, on a besoin de 2, voire de 3 modules sur certains sites. Donc, il y a, sans révéler des choses qui ne sont pas du domaine public, mais on a des MOU dont un est public et vous le trouverez facilement, où là, on voit bien qu'on va avoir besoin de probablement 2 ou 3 systèmes sur le site minimum. Là, on peut aussi créer de la redondance à ce niveau-là. Très bien. Alors, question suivante. Quelle est votre stratégie en matière de brevets, de protection et de protection de votre actif? Alors, on a des brevets déposés. Il y a 21 revendications qui sont déposées sur le cœur du réacteur. Et puis après, on a un processus interne où, donc ça, c'est déposé. On a en cours, alors on a plusieurs, ça c'est classique, on va du classique enveloppe solo jusqu'au brevet à caractère international. On a un processus, on gère ça. Mais évidemment, on a une technologie on va mettre en place tous les brevets sur tous les éléments sur lesquels on travaille. Alors, certains, c'est déjà fait, d'autres, c'est en cours. Voilà. Très bien. Eh bien, voilà, on arrive au terme des questions. Il me reste à remercier tout notre auditoire. J'espère que, comme pour nous, comme pour le jury, vous avez trouvé cette aventure Narea fascinante, mais j'ai pas trop de doute là-dessus. Ça laisse des perspectives, comme nous l'a bien expliqué l'équipe, vraiment des sujets qui font rêver et qui donnent de l'espoir pour demain. Donc bravo encore, bravo pour votre titre de champion. Et puis on va bientôt se quitter. Peut-être je laisse à David le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Écoutez, nous on rêve tous les jours, mais on est aussi dans le concret tous les jours. On dit toujours chez nous que we eat problems for breakfast, on mange les problèmes au petit déjeuner. Mais c'est ça qui est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est effectivement d'avoir un objectif qui a un impact. Ce qu'on fait quand on se lève tous les matins, c'est travailler sur un sujet qui, on l'espère, aura un impact. En tout cas, on essaye de faire quelque chose pour gérer cette urgence environnementale, cette urgence économique.
On est ravis de pouvoir fusionner les générations et les savoir-faire. Et on est ravis d'avoir été champion. Et on vous remercie énormément pour votre support et puis de nous avoir patiemment écoutés ce matin. Très bien, bien. Encore merci à tous. Merci. Juste pour rappel, encore 2 webinaires demain et après-demain sur les 2 autres champions. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à suivre aussi l'actualité du pôle, les nombreux événements et les nombreuses sources d'informations sur l'innovation technologique que le pôle produit. Merci encore à tous. Et puis, dans la foulée, vous recevrez le replay. Donc, le replay sera disponible immédiatement. C'est magique. Et merci à toute l'équipe. Merci à Catherine avec qui j'ai monté ce webinaire. Et merci encore à tout le monde. Excellente journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.